C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis très heureuse de recevoir Thibaut Gibelin. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci à vous d'être avec nous de si bon matin. Vous êtes, je le rappelle, diplômé en histoire, en sciences politiques, enseignant au Matthias Corvinus Collegium de Budapest et auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve et de Comprendre la stratégie hongroise. Enfin, vous êtes préfacier du livre Comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orbán aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et alors, vous étiez, avant qu'on aborde, mais tout ça est lié, la question des élections européennes de juin prochain, vous étiez au colloque de l'Iliade ce week-end, samedi, qui traite justement de la question de l'Europe de nos enfants, d'hier à aujourd'hui finalement, et puis celle de demain. Quelle Europe? Et vous aviez pris la parole à ce sujet. Et quelles étaient les thématiques fortes qui sont ressorties? Eh bien, la thématique, c'était de comprendre l'Europe de l'héritage à l'engagement. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas simplement n'est pas un musée, n'est pas du tout un musée, n'est pas quelque chose à conserver avec un esprit nostalgique. Elle est un potentiel qui aujourd'hui est gâché et même qui est inversé, qui est perverti. Oui. Donc, il s'agit, avec l'Institut Iliade, d'avoir une pensée approfondie. Les orateurs ont planché sur des conférences assez longues, une vingtaine de minutes. Il y avait plus de 1500 personnes. Donc on voit qu'il y a un engouement et un vrai intérêt pour la question de l'Europe nécessaire qui commence par la remise en cause, voire la liquidation de l'Europe dans sa forme actuelle. En l'occurrence, moi, je planchais sur la dimension unitaire de l'Europe qui est précisément la dimension la plus subvertie et la plus pervertie. Alors évidemment, ce sujet rejoint celui des européennes. Donc, que doit-on attendre finalement de ce scrutin du 9 juin? Moi, j'ai l'impression, vous allez me dire si vous avez cette impression également, que cette élection des européennes, habituellement les européennes, c'est franchement une élection qui ne passionne pas les Français. Mais cette fois-ci, il y a comme une importance nouvelle. Comment vous l'expliquez et que pourrait-il vraiment se passer, à votre avis? Eh bien, d'abord, les élections européennes gagnent en visibilité, je dirais, de mandat en mandat, d'échéance en échéance, parce vous trouvez que que c'est de plus en plus important? le degré de visibilité des problèmes amenés par la gouvernance européenne, les citoyens européens des différents pays européens le sentent et en souffrent. Donc, ça devient un sujet, un vrai abcès de fixation. Ensuite, il ne faut pas non plus trop idéaliser ces dynamiques de changement. La tendance depuis une vingtaine d'années, au moins depuis donc 2004, quand les pays d'Europe centrale ont rejoint l'UE, c'est un tassement permanent des forces du centre, donc du centre droit et du centre gauche. En 2004, le PPE et le PSE, le parti centre droit, centre gauche, faisaient une majorité absolue. Ils ont finalement perdu. Le PPE qui réunit chez nous les LR. Les LR, on voit Verts, à quel point ils ont. Les macronistes. Justement, le PPE, c'est la CDU allemande, c'est le Partido Populares espagnol, c'est le centre droit. Le PSE, eux, c'est les forces socialistes. Et puis, il y a le parti centriste, le groupe centriste, dont le parti d'Emmanuel Macron était finalement la figure de proue. Le parti socialiste et populaire ne font plus la majorité. C'était déjà le cas en 2019. La force d'appoint de la Macronie leur a permis finalement de garder cette majorité absolue. Et désormais, avec la montée en puissance des partis populistes, la majorité du Parlement ne passera plus chez les centristes, chez les macroniens, elle passera au PPE. Très honnêtement, ça ne renverse pas la table. Ah bah non. C'est-à-dire qu'on a environ 50% de députés en moins dans les forces pro-système, PPE inclus, et puis les forces de droite, populistes et aussi les non-inscrits. Alors, les qui est forces dans le de droite, PPE, pardon, chez les c'est François-Xavier Bellamy ça, et les c'est sûr, Républicains. les LR, Uniquement. Uniquement. C'est dire à quel point ces partis dits de gouvernement se sont effondrés et combien le renouvellement est important. Simplement, il faut bien comprendre que les élections européennes et de façon générale, la politique européenne, ça reflète des rapports de force nationaux. Et donc, si jamais il y a des blocages dans des pays importants de l'UE, il n'y a pas de poussée en avant fédéraliste. C'est là où, par exemple, toute l'Europe a les yeux fixés sur la France. Nous, on s'intéresse, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On se dit que finalement, on va trouver un recours dans ce qui se passe dans d'autres pays. Et je sais, en venant de Hongrie, combien la Hongrie peut susciter des intérêts et parfois des mirages. En l'occurrence, la liste de Jordan Bardella
qui caracole à 30% d'intention de vote, c'est énorme. Et ça va faire de ces députés du RN, Identité et démocratie. Voilà, et de la délégation française, la plus importante du Parlement, avec la CDU allemande, qui est elle aussi, comme elle est dans l'opposition, elle tire bien les marrons du feu, elle devrait aussi faire autour de 30% des voix en Allemagne. Donc la France est un pays qui compte beaucoup. Et je dirais que même l'enjeu de prospective, c'est de voir si le cumul des voix RN, Reconquête, et François-Xavier Bellamy, qui est peut-être la version la plus droitière du PPE. Oui, mais François-Xavier Bellamy tout seul. Parce que tout finalement, seul, bien on sûr. se rend bien compte qu'il n'est pas... D'ailleurs, souvent, il vote en contradiction avec le propre parti européen. Et c'est dire à quel point la tendance est droitière en France, puisque c'est malgré ces dissensions internes, c'est lui qu'on a mis en tête, simplement parce qu'il serait le mieux pour éviter la déconfiture complète. Si ces trois têtes de liste, Jordan Bardella, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, réunissent près de 50% des voix aux européennes, ça donne un indice intéressant pour la présidentielle dans 2 ans. Oui. Ça donne aussi la mesure du camouflet de la politique suivie par la majorité actuelle en France, et donc ça enraye la capacité de la présidence actuelle et du gouvernement actuel à imposer des politiques toujours plus impopulaires chez les Français. Et de ce point de vue-là, ça rend un service à l'Europe en général. Ah oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait croire qu'en effet tout ça est un peu lointain et ne nous concerne pas forcément directement. Mais ça peut, comme vous le dites, avoir non seulement un écho en Europe et sur l'ensemble des pays, puisqu'il va y avoir ces majorités maintenant qui peuvent être bouleversées. Et en plus, finalement, avoir par le regard qu'on peut porter sur ces élections aujourd'hui, pousser les politiques en France à réorienter un peu leur ligne. Absolument. Et alors, il y a d'autres aspects, notamment des choses qui se passent, qui sont intéressantes en Europe centrale. Oui. Le pivot de la région, c'est la Hongrie, parce que la Hongrie a une stabilité politique incomparable. Le Fidesz est au pouvoir depuis 2010 avec 2/3 des voix au Parlement. Et pour les élections européennes prochaines, ils caracolent entre 45 et 50% d'intention de vote. Le Fidesz est dans quel groupe aujourd'hui ? Il n'est pas dans un groupe parce qu'il a été expulsé du PPE en 2020. Et il n'a pas voulu rejoindre un autre groupe parce qu'il n'avait pas d'intérêt politique à finalement perdre une capacité de dialogue avec l'une ou l'autre des forces. Donc il attend les élections actuelles pour rejoindre soit ce qu'on appelle ECR, le parti des réformistes et conservateurs européens, celui que Reconquête a rejoint, celui de Mélanie, soit le groupe dans lequel le Rassemblement national est une force importante, Identité et démocratie. Alors, moi, j'ai lu, vous allez me dire si je me trompe, enfin plutôt l'article que j'ai lu se trompe, que le Premier ministre hongrois, donc Viktor Orban, a annoncé qu'il ferait certainement un ralliement, il l'a annoncé le 7 février dernier, avec le groupe ECR, donc conservateur et réformiste européen. Donc c'est le parti que compte rejoindre Marion Maréchal, Reconquête en général, est mené par Giorgia Meloni, après le scrutin de juin. Oui, et alors il se laisse évidemment du coup la marge de manœuvre que l'élection se passe et de voir quels seront les rapports de force. Mais en effet, il faut comprendre que dans l'ECR, il y a le Parti polonais droit et justice, qui est donc l'allié du Fidesz, un allié privilégié, et qui est, en termes de représentation des idées, des tendances politiques, de la sensibilité aussi culturelle, quelque chose de très proche des Hongrois. Donc, et c'est très important pour les Hongrois d'avoir cette espèce de communion centre-européenne, parce que c'est ça, la réalité régionale qui reste en dépit des majorités parlementaires qui peuvent évoluer. Et ce qui est très intéressant, si jamais il rejoignait le groupe ECR, c'est que ça donnerait aussi à ce groupe, imaginons si Reconquête en faisait partie, une sacrée importance également, et qui peut renverser les balances également au niveau européen. Oui, la stratégie de CR, c'est d'être le point de concours des gens responsables et de bonne volonté. C'est-à-dire qu'ils veulent essentiellement des forces de gouvernement. Là où à Identité et démocratie, il y a une opposition, et donc l'idée finalement qu'il faut tirer au forceps des changements, là où, et la politique de Giorgia Meloni en témoigne, là où ECR essaie d'être à l'intérieur du consensus dominant et de limer un petit peu ou de gagner en influence. Parce que ECR vote les traités de libre-échange, ECR est
pour l'OTAN, même pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et pour la reconduction du mandat de von der Leyen. Donc ça fait quand même pour ce groupe, on va dire, qui est censé être divergent quand même du groupe centriste ou PPE, centre-droit. Malgré tout, en effet, comme vous le dites, une ligne très proche. Et c'est clairement un problème vis-à-vis du fidèle de Viktor Orban, parce que Viktor Orban ne s'entend pas du tout avec Ursula von der Leyen. Pourtant, c'est lui qui l'a fait nommer, parce que à l'époque, il faut s'en souvenir, en 2019, on avait décidé déjà de faire une espèce de macronisation de l'Union européenne, et donc le PPE, qui est arrivé en tête aux élections européennes, se rattachait au candidat socialiste Frans Timmermans, un néerlandais acharné à l'état de droit dans sa version la plus idéologique. Et Viktor Orban avait mis le haut là en disant hors de question d'avoir une personne tellement hostile à la Hongrie, d'autant que c'est le PPE qui arrivait en tête. On préfère Ursula von der Leyen. Et après, elle fait la politique de sa position, j'ai envie de dire, plus que celle de ses convictions personnelles, je doute qu'elle en ait, mais on voit le résultat. Donc, et sur le plan de la guerre, ça c'est quelque chose de très important. Viktor Orban, depuis les premiers jours du conflit à grande échelle en février 2022, a défendu une politique de paix. Et là-dessus, ces efforts diplomatiques commencent à payer. Pas plus tard que samedi, les élections présidentielles slovaques ont porté au pouvoir Peter Pellegrini, l'allié de Robert Fico, Premier ministre slovaque, qui lui-même a été élu et revenu au pouvoir en septembre dernier, et sur une position, pas d'immigration, pas de politique du genre, pas de guerre en Ukraine. Oui. Et ça, donc là, c'est clairement un intérêt diplomatique pour Viktor Orban, et il n'a pas envie d'être, en tout cas, il ne veut pas céder là-dessus, qui a un intérêt critique pour l'intérêt national hongrois, pour simplement se raccorder à une famille politique au Parlement européen. Mais alors comment, justement, c'est ça qui est intéressant également, d'ailleurs, et qui fait aujourd'hui un peu le jeu des politiques en France sur ces questions des européennes. Par exemple, Reconquête de dire oui, mais si vous votez pour le RN, ce sera un groupe isolé qui n'aura aucun écho. Et inversement, le RN de dire oui, mais regardez qui est derrière ECR et ce qu'ils ont voté. Donc finalement, est-ce qu'on peut avoir sa propre ligne au sein d'un groupe européen ? Et si on a sa propre ligne au sein d'un groupe européen isolé, est-ce que ça sert à quelque chose ? J'ai un avis informé sur la question, parce que j'ai travaillé au Parlement européen pendant quelques années, et j'ai fait un stage de fin d'études, pour tout vous dire, chez un député PPE en 2013. Ça remonte. La divergence est la suivante. Dans un groupe PPE, faites partie du consensus dominant. Oui. Toutes les lois qui seront proposées par vous passeront. Simplement, l'initiative du député disparaît à la sortie de son bureau. Tout est malaxé dans un consensus très lourd et très homogénéisant dès les réunions préparatoires. Pour un groupe plus dissident, plus marginal, vous pouvez porter votre voix de manière très forte et très singulière. Simplement, aujourd'hui ça commence un petit peu à changer, mais le cordon sanitaire fait que de toute façon, on décapitera votre proposition. Oui, mais dans les deux cas, vous êtes foutus d'une certaine façon. Mais c'est bien sûr. Mais c'est là où, si vous voulez, les forces de gauche et progressistes sont aussi choquées que des populistes rentrent au Parlement européen. C'était pas prévu comme ça. Excusez-moi l'anglicisme, c'était conçu comme un safe space pour ce qu'il y a de plus politiquement correct et consensuel dans cette pensée progressiste et libérale. Il s'était d'ailleurs octroyé des salaires et des conditions de vie aussi favorables parce qu'ils étaient entre eux. Et quand on voit des groupes très importants qui s'imposent comme ça et qui se taillent même une part du lion, eh bien c'est profondément frustrant pour ces gens qui pensent être en bonne société. Simplement, le fonctionnement de l'Union européenne, on ne peut pas se mentir, le Parlement européen est certes co-législateur aux côtés du Conseil, mais il est surtout un faire-valoir pseudo-démocratique pour dépasser et invisibiliser les démocraties nationales. On a bien compris. Mais une dernière fois sur ces enjeux des élections européennes, est-ce que la montée en puissance des groupes de droite, nationalistes, souverainistes, peut renverser la donne de l'intérieur, comme on peut l'entendre chez Reconquête, on peut l'entendre au RN ? Là, je reviendrai sur mon propos initial. C'est au contraire
parce que des groupes populistes font des gros scores aux européennes, que ça met à mal les majorités au niveau national et que ça rebat les cartes au niveau des États-nations qui sont les décideurs, qui sont les acteurs. Plus que jamais, l'Union européenne, Donc, en réalité, est une confédération de nations chapeautée par une espèce de tour de contrôle technocratique. intéressant. Si je vous résume, pour que tout le monde comprenne bien, ce que vous dites, c'est que c'est pas le raz-de-marée de droite qui va changer quoi que ce soit au niveau européen. C'est le raz-de-marée de droite, pour faire simple, qui va changer les choses au niveau national par phénomène de regard et par un ressac, Oui. et qui, elles-mêmes, ces nations, sont les actrices, les protagonistes réels de cette Union européenne. Eh bien, c'est un sujet passionnant qu'on va continuer de traiter avec Jean-Frédéric Poisson. Justement, on va lui demander, peut-être a-t-il aussi une idée, quel groupe européen pour la liste qu'il présente désormais avec Florian Philippot. On retrouve Jean-Frédéric Poisson dans quelques instants. Merci beaucoup Thibaut Giblin pour cette analyse très intéressante en tout cas. Et à très bientôt. Merci Thibaut Giblin et merci à vous tous. Vous êtes nombreux et je vous demande immédiatement de mettre vos pouces et vos cœurs et tout ce que vous voulez, des fleurs et des cafés en images sur le chat de YouTube. On se